Oui, on passe les présentations. Alors, même en cas de modification du schéma corporel, le corps est minutieusement organisé et il met en place des mécanismes d'adaptation qui permettent de maintenir l'équilibre et une position verticale stable. Mais la grossesse, elle implique beaucoup de changements, qu'ils soient biomécaniques, hormonaux, psychologiques ou voire physiologiques, si bien que le corps ne parvient plus tout à fait à s'adapter et à maintenir une position verticale stable. Et c'est comme ça que 27% des femmes enceintes qui travaillent encore chutent au cours de leur grossesse. Si ce chiffre vous parle, c'est qu'on compte autant de femmes enceintes ayant chuté que de personnes âgées de plus de 65 ans qui chutent. Si les conséquences des chutes chez les personnes âgées sont très importantes, elles le sont tout autant chez les femmes enceintes, avec notamment des fractures qui peuvent compliquer l'accouchement, un alitement, des menaces d'accouchement prématuré, voire même le décès de la mère ou de l'enfant. Or, nous, kinés, on prend en charge ce type de pathologie et on prend en charge la prévention des chutes chez les personnes âgées. Donc, pourquoi ne pas étendre cette prise en charge à l'ensemble des populations à risque et ici, donc, aux femmes enceintes? C'est pourquoi on peut se demander s'il existe des conseils, des techniques et des tests qui sont prouvés et qui sont efficients, qui pourraient être intégrés dans la pratique des kinésithérapeutes. Pour notre matériel et méthode, on a établi une revue de la littérature scientifique concernant les chutes chez les femmes enceintes et ses conséquences. Et on a également fait passer un questionnaire aux kinésithérapeutes qui permettait en fait de rendre compte de leurs pratiques, de leurs expériences et aussi de leurs limites dans cette prise en charge et de ce qu'ils pouvaient rencontrer comme difficultés. On a ensuite confronté les résultats de ce questionnaire à la revue de littérature pour aboutir à un livret d'informations qui permet d'éclairer cette prise en charge et donc de faire connaître aussi le sujet aux kinés parce que c'est un sujet qui est très peu abordé. Alors, tout d'abord, voilà, d'après la littérature, les causes des chutes chez les femmes enceintes. Déjà, le système de commande musculaire, il est modifié, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du mouvement du centre de masse lors de la grossesse qui fait sortir ce centre de masse du polygone de sustentation et qui donc peut provoquer des chutes. Ensuite, il y a une étude qui prouve que l'augmentation de la circonférence abdominale provoque plus de chutes et c'est aussi retrouvé chez les femmes enceintes parce que les femmes enceintes qui chutent ont une augmentation de la circonférence abdominale de 9,9% alors que les femmes enceintes qui ne chutent pas ont une augmentation de la circonférence abdominale de 6,1%. On a aussi une augmentation du balancement postural antéro-postérieur qui résulte des modifications qui, là encore, provoquent un déplacement du centre de masse hors du polygone de sustentation, ce qui provoque des chutes. Il a aussi été retrouvé que le contrôle moteur des femmes enceintes qui chutent est moins réactif que celui des femmes enceintes qui ne chutent pas. Et ensuite, la modification de la démarche des femmes enceintes elle est très importante, avec notamment une diminution de la vitesse, de la longueur, de la cadence du pas tout au long de la grossesse, et notamment en fin de grossesse. Enfin, il existe des facteurs prédisposants et également les nausées matinales et l'hyperémèse gravidique qui peuvent faire partie des facteurs limitants. Alors, parmi ces facteurs, on a notamment le diabète gestationnel, la sédentarité prépartum, le nombre d'accouchements ou le mauvais chaussage. Alors, la revue de littérature, elle ne montre qu'un seul test qui est décrit chez les femmes enceintes. Il s'agit du functionality test. Ce test, alors, il est fait lorsque la patiente elle est debout, elle a les pieds écartés de largeur des hanches. On lui demande d'avancer les bras et de se pencher vers l'avant et on mesure l'avancée du corps en lui demandant de se pencher vers l'avant. Cependant, dans cet article, il ne précise pas s'il existe des normes qui sont spécifiques aux femmes enceintes ou si c'est les mêmes normes à retrouver que dans la population générale. En tout cas, dans la population générale, si on est supérieur à 25 cm, le risque de chute est faible. Si on est entre 15 et 25 cm, le risque de chute est 2 fois plus élevé que la normale. Si on est supérieur à 15 cm, le risque de chute est 4 fois plus élevé que la normale. Et s'il y a refus de se pencher, le risque de chute est 8 fois plus élevé que la normale. Alors, il y a une prise en charge de la prévention des chutes qui est retrouvée dans la littérature
Il s'agit de conseils d'hygiène de vie qui peuvent être prodigués, d'activités physiques autonomes et de prise en charge kiné avec des exercices de mobilité du bassin, d'équilibre et de coordination, de contrôle postural, des exercices de renforcement des membres inférieurs et des exercices de maintien d'amplitude. Alors, concernant les résultats du questionnaire, on a eu 88 réponses. Sur ces 88 réponses, 14,8% des kinés ont reçu une femme enceinte ayant chuté, dont 10,3% de ces kinés ont reçu cette femme dans le cadre de sa chute. Ensuite, 19,3% demandent s'il y a une chute lors du bilan. 62,5% des kinés ne connaissent pas les conséquences des chutes chez les femmes enceintes. 83% pensent qu'il est possible de prévenir les chutes, mais 86,4% ignorent comment dépister les femmes enceintes les plus à risque de chute et donc ne peuvent pas mettre en place de programme de prévention. 52,3% des kinés prodiguent des conseils de santé aux femmes enceintes et 62,5% des kinés ne se sentent pas forcément à l'aise dans cette prise en charge et notamment par manque de connaissances. On a établi un Ki2 d'indépendance entre la connaissance et la formation en périnatalité plutôt et la connaissance des conséquences des chutes chez les femmes enceintes. Et on a établi un second Ki2 d'indépendance qui nous a permis d'établir un lien entre la connaissance des conséquences des chutes chez les femmes enceintes et le fait de se sentir à l'aise dans cette prise en charge. Ce qui a été retrouvé dans notre questionnaire, alors les kinés ont notamment parlé du renforcement des membres inférieurs, d'entretien des amplitudes de genoux et de chevilles, d'entretien de la mobilité du bassin, d'entretien musculaire de cheville, d'exercices d'équilibre et de coordination, d'exercices de contrôle postural, une prise de conscience des oscillations, un programme de prévention, l'utilisation de la ceinture lombaire, la nutrition et le traitement de la cause. La plupart de ces techniques rééducatives, elles ont été également retrouvées dans la littérature, excepté du coup la nutrition, l'utilisation de la ceinture lombaire et le traitement de la cause. Et à l'inverse, ce qui est retrouvé dans la littérature mais n'est pas retrouvé dans le questionnaire, c'est le renforcement des abdominaux et le renforcement des abdos, ce qui peut traduire un réel désir de mettre au repos cette partie du corps de la mère, et ce qui est conforté en fait par l'utilisation de la ceinture lombaire qui là aussi désire mettre au repos cette partie du corps qui pourtant d'après la littérature devrait être renforcée. Alors pour discuter un peu la revue de littérature, déjà la sensibilité du Functional Reach Test elle n'a pas été décrite chez les femmes enceintes, donc l'utilisation de ce test il a plutôt pour but de quantifier en fait lors de l'avancée de la grossesse les diminutions d'équilibre au niveau statique et dynamique, et ce qui peut ensuite permettre au kiné donc de savoir quand mettre en place son programme de prévention. Mais là, notre revue de littérature, elle présente aussi quelques limites, notamment par des biais d'autocomplaisance, des biais de sélection, le niveau de preuve qui n'est pas toujours un niveau de preuve A ou B, et des articles qui ne sont pas toujours très spécifiques aux femmes enceintes. Ensuite, pour discuter un peu de notre questionnaire, après 4 relances sur différents groupes, on l'a diffusé sur les réseaux sociaux, et après 4 relances sur différents groupes, on a obtenu 76 réponses, ce qui est relativement peu par rapport au nombre de kinés qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ce qui peut en fait traduire d'un manque d'intérêt ou vraiment de se sentir non concerné par le sujet, ce qui contraste avec le taux important de femmes enceintes qui chutent et qui est retrouvé dans la littérature. On a obtenu 12 réponses supplémentaires en faisant passer ce questionnaire aux maternités lilloises de Jeanne de Flandre et de Saint-Vincent-de-Paul. Notre questionnaire, il demandait aussi si les kinés recevaient les femmes enceintes dans le cadre de leur chute. Donc on a eu 10,3% seulement de oui, ce qui peut s'expliquer par le fait que en fait, la NGAP elle ne prend pas en charge la rééducation des troubles de l'équilibre et de la coordination chez les femmes enceintes. Donc ce n'est pas un motif de consultation à part entière. Par les limites de notre questionnaire, on a notamment un biais de sélection de par sa diffusion sur les réseaux sociaux qui ne peut pas toucher une population de kinés représentative, un biais d'interprétation parce qu'on avait pas mal de questions ouvertes qui ont été regroupées en classe mais par nos soins, donc soumis à notre interprétation. Il aurait pu être amélioré, notamment en demandant aux kinés quels tests, eux, ils auraient utilisés pour ces préventions de chute. Et les questions auraient parfois pu être un peu plus précises pour pouvoir les orienter un peu mieux dans les réponses. En fait, ce questionnaire, il met surtout en avant le manque d'informations concernant la prise en charge des chutes,
Et en fait, ce manque, il concerne aussi bien les médecins qui prescrivent pas forcément de kiné après une chute, les kinés qui ne demandent pas forcément s'il y a une chute lors du bilan d'une femme enceinte, et les femmes enceintes qui elles-mêmes ne pensent pas forcément à notifier leur chute lors d'un rendez-vous avec un professionnel de santé. Pour ouvrir à d'autres études, on peut quand même se demander, on pourrait avancer et faire des études à haut niveau de preuve sur notamment les tests à utiliser spécifiquement chez les femmes enceintes et quelles normes devraient être retrouvées pour savoir quand mettre en place ce programme de prévention. Et on peut aussi se demander si la prise en charge kiné est plus intéressante que la pratique régulière d'un sport doux comme le yoga ou le pilate. Donc pour conclure, la prévention des chutes chez les femmes enceintes, elle fait partie d'une prise en charge qui est vraiment optimale du patient. Elle est faite avec des conseils d'éducation thérapeutique et des conseils d'hygiène de vie. L'activité physique y a vraiment un rôle essentiel. On a retrouvé en littérature un seul test diagnostique qui est donc le Functional Rich Test. Des techniques rééducatives sont décrites dans la littérature mais sont très méconnues des kinés. On a donc, grâce à ça, élaboré un livret qui est adapté aux attentes des kinés. Et en fait, le but de cette intervention, c'est de sensibiliser les pros de santé à ce risque qui est méconnu, mais ce n'est pas du tout un travail exhaustif, c'est vraiment juste une première amorce sur le sujet. Alors, pour synthétiser, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on trouve autant de chutes chez les femmes enceintes qui sont en activité que chez les personnes âgées de plus de 65 ans, qu'il y a très peu d'informations qui sont transmises aux kinés à ce sujet, que la littérature ne décrit qu'un seul test spécifique des chutes chez les femmes enceintes et qu'il s'agit du Functional Rich Test, mais qui ne parle pas de normes spécifiques aux femmes enceintes, et qu'il existe une prise en charge kiné qui est conseillée avec des exercices de mobilité du bassin, des exercices d'équilibre et de coordination, des exercices de renforcement des membres inférieurs, de maintien d'amplitude articulaire et de contrôle postural. Alors, ces recherches, elles ont abouti à la création d'un livret qui est basé sur la littérature scientifique et qui va permettre du coup de guider la prise en charge des kinés lorsqu'ils sont face à la prise en charge d'une femme enceinte. Ce livret, il a été diffusé pour le moment aux kinés qui ont répondu au questionnaire et qui en ont fait la demande par une adresse mail qu'on avait mis en place lors de la diffusion du questionnaire. Et prochainement, cette étude, elle fera l'objet d'une co-rédaction d'un article scientifique avec Madame Arrojo qui est ici. Donc le livret, le voilà. Il reprend donc le sujet avec le public auquel il s'adresse. Ensuite, il explique en quoi c'est un problème de santé publique, pourquoi c'est important d'en parler et pour ça, il utilise donc des rappels anatomophysiologiques de la grossesse. Il reprend aussi l'impact de la grossesse et des modifications sur le centre de masse. Il reprend les stratégies de maintien de l'équilibre utilisées par les femmes enceintes pour compenser ces modifications. Il reprend la partie importante du bilan, notamment ce qui doit être dit dans l'anamnèse, et il explique le test du Functional Rich Test qui, on le rappelle, est le seul qui a été décrit. Ensuite, il explique un petit peu la rééducation, donc ce qui d'abord est à éviter chez les femmes enceintes selon l'avancée de la grossesse, et puis les consignes de sécurité toujours à mettre en place parce qu'on a quand même une femme enceinte entre les mains. Ensuite, il a avec quelques exercices illustrés, donc il explique selon les grandes lignes le maintien d'amplitude articulaire, le renforcement des abdominaux et des dorsaux, la mobilité du bassin, l'entretien musculaire de cheville et les exercices neuromoteurs d'équilibre et de coordination. Il termine par les conseils de santé à prodiguer aux femmes enceintes qui sont tirés tout droit de la Haute Autorité de Santé et termine également par la bibliographie des études qui ont été utilisées pour élaborer ce livret. Je vous remercie de votre attention. Bon, moi, je vais d'abord te remercier parce que je trouve que ton sujet est très intéressant et en plus, j'ai appris plein de choses. Donc, voilà. Donc, au moins, tu as quelqu'un à qui tu as apporté quelque chose. Deux,
Voilà, pareil, tu vois, alors que tu as en face de toi quand même des personnes qui sont dans la périnéologie depuis longtemps. Et donc la question qui était, mais tu as répondu à la fin, parce que je me suis dit, il faut que tu le publies, hein, parce que je pense qu'il faut absolument que les kinés prennent ça dans leur consultation, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'intéresse pas, qu'on ne pose pas la question, et que je pense que c'est très important. Et j'ai appris entre autres qu'on avait autant de risques enceintes, hein, Delphine, qu'une femme de 65 ans. Donc, non, je pense que c'est un très joli travail. Franchement, félicitations, c'est un très joli travail. Et moi, je trouve que ça vaut effectivement le coup de publier. Vous avez si tu as des difficultés, hein, tu me Ah non, mais il faut absolument que tu le publies. Et en plus de ça, je te dis, tu nous fais appel à nous et on a la revue La Kiné qui va absolument publier ce genre de choses. Il n'y a aucun problème pour que tu puisses publier ce travail, qui est un très beau travail et qui en fait ouvre sur plusieurs questions. Et non, c'est très très bien. Et tu veux en faire quoi de ton livret? C'est pour ça qu'il faut qu'elle... Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut absolument qu'on prenne quand elle l'aura écrit, hein. On est plusieurs à te stimuler, mais je pense qu'effectivement, c'est important qu'il soit diffusé. C'est pas connu, hein. C'est pas connu du tout de notre prise en charge, donc non, c'est un joli travail, c'est un joli sujet. Non, c'est un beau travail. Puis je pense que quand on est en pelvipérinéo depuis longtemps, on se retrouve plus avec des patients avec des cas complexes qu'avec des femmes enceintes ou du postpartum, je sais pas vous, mais oui. Moi, j'en fais presque plus du postpartum simple. Et finalement, c'est bien, ça nous fait un peu de frais. Ça nous... non, c'est important. Moi, je me rappelle un peu du truc. Je pense que j'ai pas répondu parce que je me suis dit, mais je fais plus de postpartum en ce moment, donc je peux pas répondre. Enfin, du pré, oui, je fais plus du post, donc non, c'est un sujet très. Félicitations. Je partom plus. Et donc on va écouter Chloé Morel sur l'intérêt d'un bilan périnéal chez les jeunes filles nulligestes dans la prévention des troubles urinaires. Ça marche, merci. Oui, non. Sinon, on va te donner un livret, il est tout prêt. Hein. Bon, du coup, moi, c'est aussi mon mémoire de fin d'études de l'année dernière, et on a travaillé avec Aurélie sur l'intérêt d'un bilan diagnostique kinésithérapie périnéale chez les femmes nulligestes dans la prévention des troubles urinaires. Du coup, ce sujet, on est parti d'un constat avec Aurélie lors d'un stage avec elle, c'est que souvent les femmes en postpartum demandaient comment était mon périnée avant la grossesse, chose à laquelle on ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de traces écrites. Et du coup, par attrait personnel et pour le mémoire, j'ai commencé à faire des recherches et on a vu que la prévention périnéale chez jeunes femmes était très peu développée, ce qui nous a amené à se poser la problématique suivante, qui est quel serait l'intérêt de proposer un bilan périnéal qui serait suivi, si cela est nécessaire, d'une rééducation par le kinésithérapeute chez les femmes nulligestes dès l'âge de 18 ans, et ce, dans la prévention des incontinences urinaires et dans l'efficacité de la prise en charge par les différents professionnels de santé en cas d'incontinence urinaire ultérieure. Du coup, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc la prise en charge conservative que peuvent faire les kinés comprend la rééducation pelvipérinéale et les conseils hygiéno-diététiques. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que ça améliore les symptômes d'incontinence urinaire, mais aussi la qualité de vie qui est largement impactée chez ces femmes-là. Concernant la prévention primaire, elle semble efficace chez les femmes enceintes et en postpartum. Il y a beaucoup d'études à ce sujet-là. Elle permettrait aussi une amélioration de l'incidence d'incontinence urinaire chez les personnes âgées. Pareil, il y a beaucoup d'études à ce niveau-là. Par contre, chez les femmes nulligestes, il n'y a pas d'études dans la littérature. Du coup, pour la méthodologie, on a créé 2 questionnaires, un pour les femmes nulligestes et l'autre pour les professionnels de santé.
Et avec les résultats, on les a analysés, on a fait des mises en parallèle entre les 2 questionnaires et on a on a comparé certains résultats avec ce qu'on a pu trouver dans la littérature. Donc pour voir un peu plus en détail, on va commencer par le premier questionnaire destiné aux jeunes femmes qui ont plus de 18 ans. Ça a été diffusé via un réseau social, notamment sur des pages étudiantes, pendant environ 2 semaines début 2020, et on a eu en tout 1375 réponses analysables. Donc parmi les réponses les points les plus marquants, tout d'abord, c'est qu'on se rend compte que les femmes nuligestes ont de très faibles connaissances anatomiques. Alors j'ai précisé même parmi celles ayant eu une formation médicale à paramédicale, parce qu'à l'école de kiné, beaucoup de mes collègues ont vu le questionnaire, elles ont toutes répondu, et du coup ça a créé un biais à ce niveau-là. Du coup j'ai analysé tous les résultats avec et sans formation médicale, paramédicale, et aussi en globalité. Et cette notion, on le retrouve aussi dans la littérature. On voit qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes nuligestes et les femmes en général ont de faibles connaissances anatomiques. Donc pour illustrer, on a posé la question, selon vous, qu'est-ce que le périnée? Et il y avait les 6 propositions suivantes, avec plusieurs choix possibles, dont les 4 premières étaient justes. Donc une structure composée de muscles, qui soutient les organes, qui permet la continence et qui participe à la sexualité. Et en tout et pour tout, toute profession et formation confondues, il y a seulement 22% qui ont su tout répondre. Donc ça montre qu'il y a quand même des lacunes en anatomie et en physiologie. Ensuite, il y a 92,6% qui se sont dit qui aimeraient davantage être informés. Et c'est un chiffre qu'on retrouve aussi dans la littérature à 0,1% près. Ensuite, les troubles périnéaux. On a posé la question, avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu des troubles périnéaux, fuite urinaire, besoins impérieux, sachant que c'était défini dans le questionnaire. Il y a une femme sur 3 qui a répondu oui. Bon, par la nature de la question, on ne peut pas savoir quels troubles elles ont eu, mais après, dans la littérature, on retrouve en moyenne une femme sur 5 chez les nuligestes, même si l'hétérogénéité des études rend difficile une prévalence exacte. Mais ensuite, on peut se demander qu'est-ce qu'il en est des troubles qui ne sont pas déclarés comme troubles parce qu'ils ne sont même pas identifiés comme troubles. Et enfin, 95,7% se sont dit favorables si on leur proposait un bilan périnéal avant toute grossesse. Le deuxième questionnaire, il était destiné aux professionnels de santé de cette sphère, à savoir gynécologues médicaux, obstétriciens, les médecins généralistes spécialisés en pelvipérinéologie, les sages-femmes et les kinés spécialisés. Ça s'est fait principalement par mail pour les sages-femmes et les kinés. Par contre, les médecins, c'était très dur d'obtenir des réponses, donc j'ai dû contacter tous les conseils de l'Ordre de France, la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, les plannings familiaux départementaux d'Occitanie, enfin, beaucoup de monde. Et ça a été fait pendant environ 1 mois, fin 2020, et on a eu en tout 64 réponses kinés, 64 sages-femmes et 81 de médecins. Parmi les résultats qui en ressortent, les principaux résultats, c'est tout d'abord qu'il y a une forte disparité d'avis selon les profils. Donc déjà, selon la profession, les médecins étaient bien moins favorables que les kinés et les sages-femmes à l'élaboration de ce bilan. Au niveau de l'âge aussi, les professionnels de plus de 40 ans étaient moins favorables que les professionnels de moins de 40 ans. Au niveau du sexe, j'ai pu l'analyser que chez les médecins parce que je n'avais pas assez de réponses d'hommes kinés ou maïeuticiens. Et du coup, les hommes médecins sont moins favorables que les femmes médecins. Et aussi selon le mode d'exercice. Ensuite, on avait 2 questions ouvertes qui traitaient de quels sont les intérêts qu'ils pourraient trouver à ce bilan et quels seraient les freins. Au niveau des intérêts, ce qui en ressort, c'est que c'est un bon intérêt pour la prévention, pour l'éducation et que ça serait utile pour le postpartum. Et au niveau des freins, le principal donné, c'était que les femmes nuligestes ne seraient pas d'accord, n'y trouveraient pas d'intérêt, ils ne seraient pas impliquées dans ce bilan. Or, on vient de voir dans le questionnaire précédent qu'il y a quand même 96% presque qui se disent favorables et 93, je crois, qui aimeraient avoir davantage d'informations. Ensuite, le côté invasif du bilan. Alors certes, on ne fait pas un toucher vaginal chez une personne qui est vierge, mais on peut quand même faire une évaluation, certes moins complète qu'en endovaginal, mais par exemple en passant au-dessus du sous-vêtement de la jeune fille, avec son accord bien évidemment, et pour voir s'il y a une contraction, si elle est endurante, s'il y a par exemple une inversion de commande.
on peut quand même avoir des éléments. Et enfin, certains ont dit aussi que ça ne serait pas pertinent. Or, on vient de voir qu'il y avait quand même une certaine prévalence, jusqu'à une femme sur 5, et ça peut monter même jusqu'à une femme sur 3 nulligestes chez les sportifs de haut niveau. Et enfin, il y avait une question qui était qu'est-ce qu'ils en penseraient si l'Occitanie devenait région test, et là sont plus favorables les kinés et en termes généraux les professionnels de santé de moins de 40 ans. Alors au niveau des limites et des biais, déjà un biais de réponse, ça c'était pour certaines questions, notamment une, c'était à quel point pensez-vous connaître votre anatomie intime ? Et il y avait 5 réponses et celle du milieu était bien, et ça a induit beaucoup de gens qui ont répondu bien, alors qu'on vient de voir qu'elles ne connaissaient pas forcément bien leur périnée, enfin leur anatomie. Un biais de sélection, ça c'est parce que notamment les jeunes femmes ont été sélectionnées principalement sur des pages étudiantes d'un réseau social. Or, toutes les femmes ne sont pas étudiantes. Et par rapport aux professionnels, c'est que les échantillons ne sont pas représentatifs de chaque profession. Un biais de désirabilité sociale, ça c'est quand on répond à un questionnaire en ligne. On a, je sais pas, peur d'être jugé et du coup on répond ce qu'on pense être la bonne réponse et pas forcément notre vérité. Un biais d'interprétation pour les questions ouvertes, parce que j'ai dû les trier et selon ma subjectivité, ça a pu faire des petits biais. Et ensuite, au-delà de l'Occitanie, parce que par manque de réponse, j'ai dû envoyer mon questionnaire donc à toute la France pour les médecins, et certains ne se sont pas sentis concernés, je pense, par la question sur l'Occitanie. Donc pour conclure, des études sur le long terme seraient nécessaires pour voir s'il y a vraiment un intérêt, aussi au niveau financier. Et parce qu'aujourd'hui, la prévention, elle est très peu développée, malgré une certaine demande des jeunes femmes, mais il y a toujours une réticence d'une partie des professionnels de santé qui ont un avis plus ou moins discordant avec le discours des jeunes femmes. Donc pour aller un peu plus loin, en 2017, le Conseil national de l'ordre a sorti une campagne de sensibilisation appelée Kiné, Périnée, Efficacité, avec des affiches, mais aussi un flyer que j'ai remis ici, à destination de tout le monde, hommes, femmes, personnes jeunes ou plus âgées. Et on a eu l'idée de reprendre, de s'inspirer de ce flyer pour en créer un nouveau uniquement à destination des jeunes femmes, que j'ai là, je peux vous le faire passer si vous voulez. Et du coup, avec dedans un petit explicatif comme quoi le kiné peut prendre en charge le périnée à tout moment de la vie, pas seulement en postpartum, que qu'il ne faut pas hésiter à consulter si jamais il y a un souci. Avec à l'intérieur un rappel anatomique avec un schéma assez simple et une explication assez simple pour qu'il soit accessible à tout le monde. Aussi un rappel des rôles, donc le rôle de continence, de soutènement et dans la sexualité. Les principaux facteurs de risque pour qu'on puisse les identifier si quelqu'un s'identifie à cette population, qu'elle puisse savoir qu'elle est potentiellement à risque. Les conséquences des dysfonctionnements lorsqu'il y en a. Et comme le flyer du CNO, une page dédiée aux fausses idées que l'on entend souvent et qu'il faut un peu briser un peu ces fausses idées-là. Donc ce flyer, il pourrait être mis à disposition dans des collèges, des lycées, des universités, dans des salles d'attente chez le médecin, chez le kiné ou autre, ou aussi dans des clubs sportifs, parce qu'on a vu qu'il y avait une certaine prévalence chez les sportifs, notamment de haut niveau. Ça aurait pour but d'apporter les notions de base à ce sujet-là, rendre le sujet moins tabou, parce qu'il est encore très très tabou, sensibiliser aux troubles périnéaux et les amener à consulter si jamais elles ont un souci. Et sur le long terme, on pourrait l'imaginer modifiable si ce bilan est mis en place, et ça serait aussi un moyen d'inciter ces jeunes femmes à faire ce bilan s'il est mis en place. Et donc du coup, aujourd'hui, avec l'URPS, notamment Aurélie travaille avec eux pour voir si la région Occitanie pourrait devenir région test, si elle pourrait aussi éditer et diffuser les flyers que je vous ai montrés, et pourquoi pas créer un flyer explicatif à destination des professionnels de santé, notamment des médecins. Et pareil que ma collègue, une potentielle publication. Si ce n'est dans le flyer à la fin où on parlait un peu de constipation, la question était est-ce que dans votre
est-ce qu'il y avait cette notion de trouble anorectique? Non, on n'a pas pris, on a fait vraiment par rapport aux troubles urinaires, pour le coup. Mais oui, après, si ce bilan est mis en place, il faudra parler aussi de ça, bien évidemment, dans l'anatomie, dans la physiopathologie, et parler de ça dans un bilan, oui. Et de la même manière sur les troubles sexuels aussi, pour vraiment avoir un état des lieux complet sur tous les troubles, dans ce bilan-là, ça pourrait être intéressant. Moi, à mon avis. Et c'était que parmi les nullistes? Comment? C'était que parmi celles qui n'avaient jamais eu d'enfant ni de grossesse? D'accord. Il y a d'autres questions? Oui, d'accord. Ça c'est modifiable facilement.
maintenant, hein, maintenant c'était les jeunes, maintenant il faut que la titulaire La vieille. hein, nous prouve ce qu'elle est capable. Je vais jusqu'au bout, je vais jouer. Les menaces d'accouchement prématuré, c'est aussi Allez. un sujet qu'on connaît peu. Quelle place pour les kinésithérapeutes? Allez, c'est parti. Donc, d'abord, définition pour ceux qui ne savent pas. Donc, la menace d'accouchement prématuré, c'est l'association de deux symptômes, modification du col utérin, associée avec des contractions utérines régulières et douloureuses qui vont intervenir entre la 22e semaine d'aménorrhée et la 36e semaine d'aménorrhée révolue. Donc, c'est 36 plus 6 jours. Il existe 3 niveaux de prématurité. On a de la prématurité extrême qui va avoir lieu avant la 28e semaine d'aménorrhée. Donc ça correspond avant le 7e mois. On a la grande prématurité qui va correspondre à la période entre 28 semaines et 32 semaines. Donc on est à l'intérieur du 7e mois. Et la prématurité moyenne qui est entre la 32e semaine d'aménorrhée et la 37e semaine d'aménorrhée. Donc là, on est à l'intérieur du 8e mois. En quelques chiffres rapidement, en 2018, on a eu 15 millions de naissances prématurées dans le monde. Ça correspond à une naissance sur 10. La prématurité va avoir différentes conséquences, avec notamment des handicaps sur les enfants, surtout quand on est sur de l'extrême prématurité. Donc il y a un vrai intérêt à retarder les accouchements. En France, c'est des données de 2016. On a eu 7,4% de naissances. Ce chiffre se répercute chaque année. C'est à peu près toujours la même chose. Donc, on a 60 000 naissances par an qui sont prématurées. Les hospitalisations correspondent à peu près un chiffre à 18%. Elles durent 6 jours en moyenne. On va avoir une diminution de cette durée d'hospitalisation petit à petit. On est passé de 7 jours, 7 à 6 jours maintenant. Et dans le cadre spécifique des menaces d'accouchement prématuré, on est à 5,4%. Les autres hospitalisations, elles sont dues à de l'hypertension, à du diabète gestationnel, par exemple. D'où la question de quel est le rôle des kinésithérapeutes dans cette menace d'accouchement prématuré. Alors, comme tous les acteurs qui interviennent dans la prématurité, dans la périnatalité, pardon, on a un rôle de prévention. Donc la prévention, ça va passer par le fait de faire une activité physique, ça va diminuer la prématurité et les accouchements prématurés, par des conseils alimentaires, des conseils tabagiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très bien codifié, qui a été étudié par le Collège national des gynéco-obstétriciens. Moi, je me suis intéressée pour ma part, là, dans cette présentation, sur notre prise en charge quand la menace d'accouchement prématuré a été diagnostiquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces patientes-là? Pourquoi je me suis posé cette question-là? Parce qu'en fait, dans le cadre d'une menace d'accouchement prématuré, très souvent, on préconise aux femmes de les mettre au repos. Donc, soit c'est verbalisé par les médecins, soit elles s'y mettent toutes seules. Parce que finalement, dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est que maintenant, l'alitement ou la mise au repos forcée n'est absolument pas recommandée parce qu'en fait, il y a trop d'effets négatifs. Mais c'est encore beaucoup prescrit. On a une étude américaine qui montre que 80% des médecins gynécos savent qu'il ne faut pas prescrire le repos, mais ils le prescrivent quand même au cas où. Et donc on retrouve les mêmes chiffres dans des études danoises ou dans des études canadiennes. On n'a pas de données françaises à aujourd'hui. Les patientes qui sont en situation de MAP et qui sont hospitalisées, elles peuvent avoir accès à de la kiné, mais le kiné va avoir essentiellement pour rôle de les masser. Ils vont juste faire un massage du dos et si elles sont renvoyées chez elles, ce qui va être le cas vu qu'elles n'y restent que 6 jours en hospitalisation, elles n'ont plus du tout de contact avec un kinésithérapeute. Le repos, on a dit, il y a beaucoup de conséquences physiologiques négatives. On va avoir une augmentation du risque de thrombose, on va avoir des diminutions de fonction musculaire, notamment de force musculaire, une perte de masse osseuse qui va avoir des répercussions derrière dans le postpartum, parce qu'on va avoir des patientes qui doivent être efficaces pour s'occuper de leur bébé, sauf qu'elles ont perdu de la force et elles ont perdu de la force musculaire et de la masse osseuse. On a une diminution du poids maternel et en plus on a une diminution du poids de naissance des bébés. Et associé à ça, on va avoir tout un contexte psychologique délétère pour la maman avec plus de changements d'humeur, des dépressions, de l'anxiété. On va avoir de la fatigue, des maux de dos, d'où le passage du kiné quand elles sont hospitalisées, des perturbations des cycles du sommeil et souvent des problèmes aussi d'indigestion. Partant de ce contexte-là, je vais faire un petit tour des études qui existaient sur les moteurs de recherche classiques de 2000 à aujourd'hui, avec les populations, donc des jeunes femmes qui étaient en restriction d'activité, soit pour MAP, soit parce qu'elles avaient des facteurs de risque d'accouchement prématuré. L'intervention, c'était de la kiné, que ce soit des étirements, du yoga, de la respiration.
En comparaison, c'était soit aucune intervention mise à côté, soit du avant-après. Et les critères de jugement, c'était l'état de la mère ou du fœtus. Au final, il n'y a eu que 8 études, il n'y a pas énormément d'études qui existent. Ça a étudié, 3 étudiaient le yoga, 2 étudiaient la relaxation, 2 les exercices au lit et 1 l'aquagym, qu'on va garder pour la fin parce qu'elle est assez surprenante quand même. Au niveau du yoga et de la MAP, alors pourquoi est-ce que ça a été étudié? On va voir sur la relaxation, c'est pareil, c'est parce qu'en fait, le Collège des gynéco-obstétriciens de France, dans les recommandations qu'ils ont fait en 2016, ont montré que le stress et l'anxiété étaient directement associés à de la prématurité globale. Donc on a dit, nous, le but est de faire diminuer cette prématurité-là pour éviter d'avoir les handicaps qui suivent suite à cette prématurité. On remarque qu'à chaque fois, les échantillons de population sont assez restreints. On va parler des limites des études derrière. Les 2 premières sont les essais contrôlés randomisés. L'étude de 2013, elle se sert comme critère de jugement d'un questionnaire qui est validé au niveau international, qui va évaluer le stress, la perception du stress par la femme. Il a été passé à 12 semaines de gestation, 20 semaines de gestation et 28 semaines de gestation. L'autre essai contrôlé randomisé qui est de 2020, lui a utilisé aussi un questionnaire qui est validé, qui là se portait sur l'anxiété et la dépression. Il a été passé qu'une seule fois. Et le dernier, là c'est plus embêtant dans cette étude-là parce que c'est un questionnaire qui a été créé par l'équipe, donc du coup il n'est pas du tout validé au niveau international. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des résultats de ces études? L'échelle de perception du stress pour l'étude du coup de 2013, le CR, on a une diminution du stress qui a lieu. Donc le premier, c'est la mesure à 12 semaines de gestation, le deuxième à 20 semaines et le troisième à 28. Donc on voit les différences à ce niveau-là de significativité. Donc du coup, on va avoir une vraie différence qui se fait, mais il va falloir relativiser la différence parce que quand on regarde les normes au niveau du PSS, on va être sur du 0,13. Entre 0 et 13, on est sur du stress faible. Donc, c'est ce qu'on va retrouver au bout des 28 semaines de yoga. Donc, de ce côté-là, on a une amélioration, mais on a la limite quand même. Et entre 14 et 26, on est sur un stress modéré. Et donc, les autres résultats sont entre quand même 14 et 26. Mais on a une diminution du stress. Sur l'autre essai contrôlé randomisé, là, on va avoir aussi de nouveau des résultats qui sont significatifs avec une perception de l'anxiété qui est moindre et un état dépressif qui est moindre aussi. Mais on va nuancer de nouveau parce que finalement, dans les normes de ce questionnaire validé de l'anxiété, si on est à 7 ou moins, on considère qu'il n'y a pas de symptomatologie. Donc au final, au niveau de la dépression, même dans le groupe contrôle, on n'était pas sur une symptomatologie. On y était par contre au niveau de l'anxiété avec une symptomatologie qui était seulement douteuse. Sur la dernière étude, donc là on a 100% des patientes qui décrivent une diminution du stress. Par contre, c'est le questionnaire qu'ils ont eux-mêmes créé et il n'y avait que 8 répondantes. Donc ça va faire partie de nos limites dont on va parler maintenant. Donc les 3 études qu'on a mettent en évidence une diminution de l'anxiété et du stress perçu, mais les populations incluses étaient très faibles. Les questionnaires n'étaient pas spécifiques de la grossesse et il y en avait un en plus qui n'était pas du tout validé. Et les résultats qu'on obtient par rapport aux normes existantes mettant en évidence une pathologie ne sont pas efficientes. Sur la relaxation, donc la même chose, ça a été étudié par rapport aux mêmes recommandations du Conseil des gynéco-obstétriciens. On a 2 études qui sont faites. Là, les critères de jugement, c'était la durée de gestation et le poids de naissance des bébés. Là, on est sur des études qui ont duré plus longtemps. Ce n'était pas une seule ou 2 interventions. On a eu à chaque fois un travail respiratoire qui était associé à l'écoute d'un enregistrement, du coup vocal, que les patientes devaient se passer quotidiennement. On voit déjà que les échantillons sont un petit peu plus conséquents. On a plus de patientes que dans les études sur le yoga. Au niveau des résultats, donc là on a des résultats qui sont plutôt intéressants où on montre que dans les 2 cas on a une prolongation de la grossesse, dans le premier cas de 7 jours, dans le deuxième cas de 14 jours. Dans le cadre de la prématurité, 1 semaine ou 2 semaines, ça peut jouer énormément. Donc du coup, c'est quelque chose de très intéressant.
On retrouve notamment moins d'extrême prématurité, donc c'est ce qui nous intéresse aussi. On l'a à ce niveau-là, alors avec toujours des valeurs qui sont significatives. Et au niveau des poids de naissance, on a aussi une augmentation des poids de naissance des bébés. Donc la relaxation a l'air d'apporter une vraie plus-value au niveau de la prolongation de la durée de grossesse et des poids de naissance des bébés. Alors toujours pareil, on a quelques limites avec des populations incluses qui ont eu au fur et à mesure des abandons avec pas forcément d'explication des populations de pourquoi est-ce qu'elles ont arrêté. Les randomisations qui n'étaient pas très efficaces parce que, par exemple, l'étude de Schwang, dans celle-ci, la randomisation se faisait un jour sur 2. Donc, si la patiente arrivait le lundi, elle était dans le groupe contrôle. Si elle arrivait le mardi, elle était dans le groupe expérimental. Et nos résultats ne sont pas tous significatifs. Là, ça commence à être intéressant, nous, sur notre activité kiné, parce qu'il y a eu des études faites sur les exercices qu'on pouvait proposer au lit. Donc là, on est de nouveau sur des petits échantillons de population. On se retrouve avec là, des exercices qui sont faits pendant 30 minutes, qui sont proposés au lit chez la patiente, avec les critères de jugement, c'était on va dire les constantes de la mère, donc la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les contractions utérines. On avait pour certains aussi des recherches au niveau du fœtus, comment était aussi son rythme cardiaque. Et après, sur la dernière étude de Kimépark, on avait aussi des notions d'anxiété et de dépression. Au niveau des programmes, ils sont à peu près faits pareil. On avait 5 minutes d'échauffement pour commencer, puis 20 minutes de travail musculaire et 5 minutes de récupération. Les exercices, on pouvait utiliser des bandes élastiques allant jusqu'à 1,5 kg de résistance, 1,8 kg. Dans l'étude de Kimépark, il faisait des répétitions de 6 à 8 mouvements par groupe musculaire testé. Brun et Hall, eux, ils faisaient 2 séries de 15 mouvements et en gros, ils faisaient travailler la même chose, donc les muscles du dos, on va faire travailler les jambes et les bras. Globalement, dans ces 2 études, on a eu une prise de mesure à T0. Donc à T0, pendant 20 minutes, on regardait les contractions utérines, on regardait le rythme cardiaque de l'enfant. À T20, on prenait la fréquence cardiaque de la maman, on prenait la tension artérielle, on faisait notre intervention, on reprenait nos mesures et de là, on comparait le avant-après. Ce qu'on remarque du coup dans les études, c'est que on n'a pas de différence significative entre les 2 groupes. Ça veut dire que le fait de faire des exercices au lit, on n'a pas d'augmentation des contractions utérines, on n'a pas d'augmentation de la fréquence cardiaque ou de la tension artérielle de la mère, ou de façon très ponctuelle dès que l'intervention est terminée. Mais 20 minutes après, tout revient à la normale. On va retrouver la même chose au niveau de l'inconfort physique. Donc l'inconfort physique, il était plus important dans le groupe témoin. Donc les patientes qui avaient fait les exercices au lit se trouvaient moins inconfortables physiquement. On retrouve, je vous ai dit, la même chose pour l'autre étude aussi, avec cette notion de fréquence cardiaque qui était plus élevée à la fin des exercices, mais qui revenait à la normale 20 minutes après, mais pas de modification de la tension artérielle ni des contractions utérines. Donc en gros, ça mettra en évidence que le fait de faire des exercices au lit chez les patientes qui ont une menace d'accouchement prématuré, on ne va pas avoir de différence sur les poids de naissance des bébés, les fréquences cardiaques, la tension artérielle ou les contractions utérines, et ça pourrait diminuer l'inconfort physique. Toujours pareil, on a la problématique du temps d'intervention. Là, on a une intervention d'un côté unique, de l'autre sur 4 jours. Donc on ne sait pas ce que ça donnerait sur du plus long terme. Celle-ci, celle sur l'aquagym, elle est assez surprenante parce que ce n'est pas ce qui nous viendrait à l'idée d'abord de mettre des femmes en situation de MAP dans une piscine. Ça a été réalisé. Les patientes, donc pareil, petit échantillon, elles pouvaient participer à autant de séances qu'elles le désiraient pendant leur hospitalisation. En moyenne, elles ont participé à 6 séances. Et il était, dans les critères de jugement, on regardait la tension artérielle, la durée de gestation, mais surtout l'indice de liquide amniotique. Donc, quel était le volume de liquide amniotique?
Et donc, du coup, on a une différence significative de quantité de liquide amniotique. Donc, les patientes qui ont fait de l'activité en piscine avaient plus de liquide amniotique, finalement, au moment de l'accouchement. Donc, ces mesures-là ont été prises à leur sortie de maternité et au moment de l'accouchement, juste avant, quand on faisait le monitoring, ils faisaient faire une échographie. Donc, elles gardaient cette augmentation de quantité de liquide amniotique. Et on avait aussi une augmentation de la durée de gestation, où dans le groupe contrôle, on était à 246 jours de durée de gestation, et dans le groupe d'activité, contre 227 dans le groupe contrôle. Donc en gros, on n'aurait pas de différence sur la tension artérielle, donc on ne serait pas néfaste, on aurait une augmentation de l'indice de liquide amniotique et une augmentation de la durée de gestation, toujours avec nos mêmes limitations parce qu'on a toujours des faibles populations. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? C'est que toutes les techniques qu'on vient de voir, c'est des choses qu'on peut faire en kiné, à part potentiellement l'aquagym, parce qu'il faudrait que la patiente elle soit encadrée par un staff médical. Mais la relaxation est basée sur la respiration diaphragmatique, ça on sait le faire. Le travail musculaire, on est complètement dans notre champ de compétences. Et pour les étirements musculaires, il en va de même. Tout ça, ça n'a aucune conséquence aggravante sur les constantes maternelles ou fétales. Du coup, il serait intéressant d'aller chercher d'autres études, notamment pour voir qu'est-ce qu'il en est à la maison, parce que là, toutes ces études ont été faites dans le cadre de patientes hospitalisées, sauf que ces patientes, elles reviennent à la maison, et à la maison, on ne leur fait plus rien faire. Et c'est dans ce cadre-là que là, j'ai écrit un protocole de recherche grâce à un DU qui se fait sur Toulouse de recherche en soins cliniques. La question de recherche, c'est celle-ci. Donc, la kiné pratiquée en exercice libéral influence-t-elle la durée de gestation, la condition physique, l'anxiété et le stress des patientes en situation de restriction d'activité suite à un diagnostic de menace d'accouchement prématuré ou à la présence de facteurs de risque. En gros, le but du protocole, ça va être de proposer à des patientes 30 minutes d'exercice avec de la respiration, du renforcement des étirements, une fois par semaine à domicile, de l'inclusion des patientes jusqu'à leur accouchement. Et on va aller d'abord regarder qu'on n'est pas délétère, donc on n'a pas d'incidence sur la prématurité. Donc ça va vraiment être notre critère de jugement principal. Et ensuite, dans nos critères de jugement secondaire, on va aller évaluer la condition physique de la femme via des tests d'équilibre, des tests de force musculaire avec dynamomètre pour le membre supérieur et des tests de assis sur une chaise relevée pour les membres inférieurs. Et on va utiliser des questionnaires qui sont cette fois validés dans le cadre de grossesse avec des chiffres et des référentiels qui existent pour la grossesse de façon spécifique dans l'anxiété et le stress. Ça va être le schéma de l'étude avec la pré-inclusion, le groupe expérimental qui a le kiné qui va venir une fois par semaine pour faire le protocole. Et dans le groupe contrôle va juste avoir à remplir un cahier de suivi d'activité physique pour pouvoir comparer les deux groupes en fait. Parce qu'on va avoir un groupe qui va être mis en situation de repos à la maison par exemple et qui peut bouger finalement beaucoup plus dans notre groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Donc ce cahier de suivi d'activité va nous permettre de pouvoir vraiment comparer nos deux groupes. Et donc ça ne va pas être le même évaluateur qui viendra récupérer les cahiers de suivi d'activité et les questionnaires que celui qui va faire les séances de kiné. Donc la personne qui va faire passer les questionnaires et les tests de conditions physiques sera complètement en aveugle. Donc il ne saura pas finalement dans quel groupe est la patiente. Ça va être le déroulé des visites, donc l'apprentissage des différents exercices qui vont être faits au niveau par les patientes. Ça, c'est dans le meilleur des cas, si la patiente arrive à bien comprendre ce qui se passe. Avec la première séance, on va avoir tout ce qui est apprentissage de la respiration diaphragmatique et on va commencer à apprendre petit à petit les exercices. Dans le protocole, on a bien décrit ce qu'on devait faire à chaque séance pour ne pas aller trop vite. Après, si les patientes ne comprennent pas bien, on aura le temps de revenir dessus, ça c'est pas un souci. Donc en gros, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la kiné et la menace d'accouchement prématuré a lieu essentiellement en structure hospitalière, quasiment pas en libéral, sauf qu'on l'a vu, c'est une ressource qui est sous-exploitée parce qu'il y a des choses que l'on peut faire et pas que du massage. Et du coup, on a besoin de plus d'études pour pouvoir montrer
qu'on n'est pas délétère, parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Et donc du coup, j'ai la chance de pouvoir porter ce projet avec une gynécologue de Toulouse, qui est là d'ailleurs actuellement. Et donc du coup, c'est un projet, on espère qu'on pourra enclencher avant la fin de l'année. Voilà.